Connaissant l'existence d'un traitement qui guérit le cancer à un taux dont la médecine traditionnelle peut seulement rêver, et ce sans aucun effet secondaire dommageable, la plupart en déduiraient que tout l'argent de nos taxes dédiées à la recherche sur le cancer serait expédié vers le Dr Brusinski. Mais le problème auquel nous faisons face est qu'une immense maison financière a été basée sur le paradigme de débarrasser le corps des cellules cancéreuses. La recherche du Dr Brusinski prouve que la fondation, les murs et le toit de cette maison doivent être remplacés. Pensez-y, vous avez des milliers de docteurs en oncologie. Vous avez l'industrie pharmaceutique qui pompe des traitements de chimiothérapie tous les mois. Il y a toute une panoplie de machines à radiation. Vous avez toutes ces choses dans la guerre au cancer et ça représente des trillions de dollars. Tout cet argent coule à flot, mais elle va toute vers la même clique. L'industrie pharmaceutique est argumentablement l'industrie la plus payante au monde, avec ses profits qui dépassent 3 fois les profits des 500 compagnies de fortune. Les profits, en croissance, résultent en prix d'action croissant. La seule façon que cette industrie peut maintenir ce momentum profitable est en continuant d'introduire de nouveaux médicaments brevetés. Et comme l'industrie pharmaceutique compte sur la FDA pour introduire ces nouvelles drogues, c'est dans leur intérêt de s'assurer que la FDA demeure aussi docile que possible. Et comme la FDA est aussi une agence du gouvernement des États-Unis, il est aussi dans l'intérêt du gouvernement de préserver l'une de ses plus puissantes industries. L'ex-éditeur en chef du New England Journal of Medicine, le Dr Marsha Angel, fut très révélatrice quand elle dénonça qu'il était temps de reprendre la FDA des mains des compagnies pharmaceutiques. En 1992, le Congrès a mis le renard dans le poulailler. Il a passé la Prescription Drug User Free Act, qui autorise les compagnies de médicaments à payer une cotisation d'utilisateur à la FDA pour chaque nom de marque de médicaments en attente d'approbation. Cet acte autorise l'industrie, qui doit être réglementée, à payer un salaire à la FDA et a ainsi changé dramatiquement sa façon d'opérer. Le département de l'agence qui étudie les nouveaux médicaments reçoit maintenant la moitié de son revenu de l'industrie pharmaceutique. Cette proximité de l'agence avec l'industrie est sous-estimée par ses 18 comités conseils, experts indépendants qui contribuent à l'évaluation des drogues. Incroyablement, plusieurs de ces conseillers travaillent comme consultants pour ces mêmes compagnies de médicaments. La FDA agit comme si cette industrie pharmaceutique était son utilisateur et non le public. En 2010, les pots de vin légaux, entre guillemets, payés par les compagnies pharmaceutiques à la FDA, s'élèvent à plus d'1 demi-milliard de dollars par année. La grosse pharma paye maintenant plus d'1,5 million par application à la FDA pour la plupart des nouveaux médicaments pour le cancer pour s'assurer une approbation rapide. Il est important de comprendre que ni le Congrès ni la FDA n'avaient requis que cette nouvelle structure de cotisation ait lieu. La grosse pharma a plutôt apparu devant le Congrès et imposé ses pots de vin à la FDA, ainsi achetant le département d'évaluation des médicaments de la FDA des mains du gouvernement et du public. Dans un rapport de 2007 sur la politique de santé, commandité par Pfizer et soutenant le renouvellement de ses cotisations d'utilisateurs, il révèle que la moyenne de temps d'évaluation pour les médicaments prioritaires, ceux pour les maladies sérieuses et possiblement mortelles, qui manquent de traitement adéquat, comme le cancer, est passée de 21 mois en 1993 à 6 mois en 2004. Des douzaines de thérapies pour le cancer ont été révisées et approuvées en 3 ou 4 mois. Pendant ce temps, le Dr Brusinski et ses patients et autres scientifiques compatissants ont fait tous les efforts concevables pour inciter la FDA, donc le gouvernement, pour coopérer dans la recherche, révision et approbation de l'antinéoplastone, et ce depuis 1977.
J'ai eu recours à des conseillers juridiques à savoir si je pouvais utiliser un traitement expérimental dans ma pratique privée et participer à la recherche sur le cancer, tout comme les compagnies privées le font. Ces avocats ont donc étudié les lois étatiques et fédérales pour savoir s'ils pouvaient partir sa propre compagnie de recherche biomédicale, produire de l'antinéoplaston et l'administrer à ses patients dans sa pratique privée. Ils ont découvert qu'à tous les deux niveaux, il était légal de prescrire un nouveau médicament à un patient dans une pratique privée, dans la mesure du besoin immédiat, surtout quand il n'y a pas d'autre option. La loi ajoute que cette pratique n'est pas régie par le Texas Food, Drug and Cosmetic Act et donc n'est pas illégale dans l'État du Texas. Par contre, le Dr Burzynski n'a pas le droit de prescrire ou livrer pour prescription dans un commerce d'un État à l'autre, signifiant qu'il devait garder ses activités strictement dans l'État du Texas pour éviter d'enfreindre les lois fédérales. De cette façon, il ne tombait pas sous l'autorité de réglementation de la FDA. Malgré cela, la nouvelle s'est vite répandue que le Dr Burzynski pouvait traiter avec succès ce qui fut jadis considéré comme des cas de cancer mortels et incurables. Et les gens ont commencé à venir de partout au pays pour recevoir le traitement d'antinéoplaston. Je n'ai pas eu de contact avec le Texas Medical Board pendant longtemps, jusqu'en 1994, où certains de mes patients m'ont dit qu'ils avaient été approchés par l'agence qui essayait de les convaincre de porter plainte contre moi. Ça m'a choqué, surtout qu'ils utilisaient de l'argent des taxes pour voyager de longues distances et inciter à porter plainte contre moi. C'est complètement irrationnel, mais rien ne s'est produit. Puis j'ai rencontré par hasard le directeur du MD Anderson Cancer Center, Dr. Hickey, qui m'annonça que j'aurais des problèmes avec le Texas Board of Examiners. Et c'est là que les problèmes ont commencé. J'ai été convoqué au comité. Ils ont commencé à enquêter sur moi, même si aucune plainte de patient n'avait été portée. Les patients étaient satisfaits. Ils souffraient de cancer très avancé, aucun traitement disponible leur était offert, et ils obtenaient de bons résultats. Il n'y avait pas de justification pour cette enquête qui m'incommodait beaucoup. Ils essayaient encore de me convaincre d'arrêter ma recherche et de traiter des patients. Après 2 ans d'aller et venir au comité, ils m'ont proposé de leur présenter un nombre de patients qui avaient bénéficié de ma pratique, pour que ce dossier soit révisé par des experts oncologues, et que s'ils étaient satisfaits que je n'avais pas causé de tort aux patients, qu'ils allaient me laisser tranquille. J'étais heureux, car je croyais que ce groupe d'experts allait réviser objectivement le dossier et me laisser finalement tranquille, et parce que la majorité des patients étaient des cas de cancer très difficiles. Je leur ai fourni 2 fois plus de dossiers que ce qu'ils exigeaient, ce qui démontrait assurément les résultats concluants de ce traitement. Des formes de cancer incurables complètement disparues suite au traitement. Rémission totale, avec la survie des patients qui menaient aujourd'hui une vie normale. En 1986, le Dr Burzynski a accepté de présenter au Texas Board of Medical Examiners 40 cas de cancers variés qu'il avait guéris avec succès en utilisant l'antinéoplaston. Des cancers du sein, vessie, poumons, foie, cerveau, tête et cou et lymphome. Après avoir soumis ces cas au comité, il n'entendit plus parler d'eux, le laissant croire qu'ils étaient satisfaits. Mais 2 ans plus tard, le comité est revenu à la charge en prétendant que les cas fournis n'avaient pas connu succès et qu'il avait violé une loi qui n'existait même pas, qui permettait au comité de canceller, révoquer ou suspendre sa licence. J'étais en état de choc. Je croyais en la justice. Je croyais en l'éthique du comité. Mais ceci n'était que pur mensonge. Il était amplement évident que le comité n'avait pas d'argument pour un procès contre Burzynski, ce qui amena le comité à porter une plainte légale, préalablement amendée, en 1990. Mais comme il n'y avait rien pour soutenir leur cause, ils ont porté une seconde plainte légale en 1992.
Le comité revenait sans cesse avec le même argument, pratiquement photocopié de la plainte précédente en changeant le titre. Après 5 ans comme ça, 60 patients du docteur s'unirent pour exiger du comité qu'il cesse d'harceler le docteur. Le comité a essayé d'ignorer ces pétitions en essayant de les retirer du dossier. Finalement, en mai 1993, cette cause se rendit en cours. Pendant ce procès, un des éminents experts de National Cancer Institute, le docteur Nicolas Petronas, radiologiste certifié par le comité depuis 1973, professeur de radiologie de l'Université de Georgetown et fondateur et chef du département de neuroradiologie au National Cancer Institute, a admis l'absurdité de la cause du comité contre le Dr. Burzynski, a mis sa propre carrière en jeu et se rendit à Houston au Texas pour témoigner en faveur du Dr. Burzynski.